Il est entre la vie et la mort. Là, actuellement, il est en réanimation. Il ne respire pas par lui-même. C'est les machines qui le font respirer. Si jamais l'eau de son cou casse, j'ai plus de fils. Une mère dévastée témoigne après que son fils, sous l'emprise de l'ICE, a tenté de mettre fin à ses jours. Un cri du cœur pour alerter sur les ravages de cette drogue qui ne cesse de détruire des vies et des familles. Elles sont petites, mais pourraient bien avoir un grand avenir. Les huîtres de bouche en test à l'Ifremer. Quel bénéfice pour la Polynésie? Le ministre des Ressources marines, Teiwini Tehei, nous en parle. Il est notre premier invité ce soir. Au Salon des jeunes artisans créateurs, le service de l'artisanat a signé un partenariat avec un centre culturel maori. On découvrira comment cette collaboration pourra enrichir et dynamiser l'artisanat polynésien. Un défi hors norme pour 18 rameurs issus des quartiers prioritaires. Une traversée de Tahiti à Bora Bora à la seule force des bras. Nous recevons André Vohi, l'organisateur, pour nous parler de cette traversée de tous les extrêmes. Une nouvelle fois, l'ICE fait des ravages. Hier, un jeune homme de 19 ans a tenté de mettre fin à ses jours sous l'emprise de cette drogue. Il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Ce matin, nous avons rencontré sa mère, effondrée. Elle raconte son combat aux côtés de Charles Renvoyé, le vice-président de la Fédération de lutte contre les drogues. Attention, des éléments de ce témoignage pourraient heurter certaines sensibilités. Sophie Gebel et Heimanu Manuthei. Des gestes de réconfort pour cette mère de famille, aujourd'hui dans le désespoir. Son fils, âgé de 19 ans, a tenté de mettre fin à ses jours sous l'emprise de l'ICE. Avant-hier soir, on était aux urgences. Et après les urgences, on est rentré. Il a fait dodo. Vers 15h40, il s'est réveillé. Il a juste eu le temps d'avaler un fruit. Et puis, 5 minutes après, on l'a retrouvé sur la côte, pendu. Son papa l'a vu, il a crié. Moi, sur le coup de la panique, j'étais bloquée. J'arrivais plus à bouger. Le papa est venu, il a porté son fils. Le petit frère de Théo a coupé la corde. Et là, on vient de nous dire qu'il faut qu'on se prépare. Actuellement, il est en réanimation. Il ne respire pas par lui-même. C'est les machines qui le font respirer. Si jamais l'eau de son cou casse, j'ai plus de fils. Décrit comme gentil garçon, le jeune homme, père d'un enfant de 3 ans, était pourtant parvenu à stopper sa consommation. L'année dernière, c'était un accro, addict à l'ICE. On a essayé de le sevrer. Il a été interné pendant 4 mois à l'hôpital, à Tokani. Il est sorti, il a arrêté. Ensuite, il a arrêté son traitement. Et là, il y a 2-3 semaines, il a fallu qu'un copain vienne et puis voilà. Il est retombé, il a consommé. Il prenait le couteau et il disait à ses parents qu'on avait envie de le tuer et tout ça. Et puis les parents, ils étaient constamment obligés de le surveiller. Mais ils ne dormaient presque plus, les parents. Ils ne dormaient plus, les parents. Ils étaient obligés de surveiller leur fils. Tu vois? Et il a quel âge? 19 ans comme ça. Il a ces voix-là, c'était tellement fort dans sa tête, ça résonnait tellement fort qu'il croyait vraiment que des gens venaient pour le tuer. Et qu'il est obligé de prendre ce couteau-là et puis d'essayer aussi de s'en prendre si jamais on veut le tuer, quoi. Charles Renvoyé, vice-président de la Fédération de lutte contre les drogues, est aux côtés de la famille depuis la semaine dernière. Un soutien crucial pour Maouo, qui ne reverra peut-être jamais son fils. Je suis perdue. Je veux juste qu'il revienne avec moi, qu'on rentre. Et après, il y a les docteurs, il y a pour le soigner, mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois rentrer avec lui. Je ne sais même pas. Je veux juste qu'il revienne ici. Ce nouveau drame met une nouvelle fois en lumière les ravages de l'ICE au Fénoua. Et pour rappel, une grande marche pacifique contre l'ICE est prévue ce samedi. Le rendez-vous est donné au stade Willy Bambridge à Papeete dès 7h pour un départ à 9h.
Et parce que la souffrance peut parfois mener à l'irréparable, une autre initiative va se tenir la semaine prochaine. Le mercredi 10 septembre, l'Assemblée accueillera une matinée de recueillement et d'échange portée par l'association SOS Suicide. On écoute Germaine Vanquin, trésorière de l'association, au micro de Sam Teinaouri. Alors, les familles qui nous appellent, ça on a appris, c'est la personne a un pourcentage d'envie de vie. Et nous, c'est à nous à augmenter ce pourcentage de vie à plus de 50% d'envie de vie. Donc la personne qui nous appelle, elle est au fond d'un entonnoir et nous, c'est à nous à faire remonter cette personne-là par l'écoute téléphonique et après on lui propose une prise en charge soit en psychothérapie, soit par un hypnothérapeute, soit par des aidants ou des masseurs traditionnels ou masseurs énergétiques, grâce aux subventions que nous recevons du pays et de la CPS et de FINMAMA. Le 10 septembre, le thème, c'est changer le discours sur le suicide. Pourquoi? Parce que les familles n'osent pas en parler. Il y a toujours la honte. C'est la honte des Polynésiens, je pense que partout dans le monde. Mais le pays, le monde entier est en train d'essayer de déstigmatiser le problème. Côté social, un préavis de grève a été déposé mardi à l'OPT et dans ses filiales. Les syndicats réclament de meilleures conditions salariales pour les agents et un soutien pérenne du gouvernement à l'opérateur public historique du pays. Elle pourrait bien devenir une nouvelle richesse de nos assiettes. Les huîtres de bouche font aujourd'hui l'objet d'études scientifiques à l'Ifremer. Ces recherches ouvrent des perspectives tant sur le plan alimentaire qu'environnemental. Le reportage de Hotuari Colombani. C'est sur le site de l'Ifremer à Veirao que s'est tenu aujourd'hui le dernier jour d'un colloque international consacré à l'élevage et à la recherche sur l'huître de bouche en Polynésie française. Des chercheurs locaux et internationaux se sont réunis pour échanger autour des avancées scientifiques et des perspectives de développement de la filière. Les 2 premiers jours, c'était 2 journées d'échange qui sont passées à l'université où il y a eu des présentations sur les avancées qui étaient des différents pays qui étaient invités pour ce colloque. Et là, aujourd'hui, on présente concrètement ce qu'on fait à la station marine de Veirao, à l'Ifremer. C'est grâce à ce système particulier que l'élevage des huîtres sera sans doute rendu possible chez nous à Tahiti, la table d'exondation, une avancée prometteuse pour la filière. Alors ce système qu'on utilise, c'est un système qui est très innovant et qui permet en fait de lutter contre un parasite qui s'appelle Polydora. En fait, ce parasite, il ne survit pas à l'exondation. Donc on crée des marées qu'on appelle les marées solaires avec ce système en fait qui permet de sortir régulièrement tous les jours les huîtres de l'eau. Ça ne tue pas les huîtres, mais ça tue le parasite et on peut comme ça arriver à faire la production d'huîtres en Polynésie. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas le faire justement parce qu'on n'utilisait pas ce système et les huîtres étaient infestées. Le colloque a également accueilli des experts venus de tout le Pacifique, notamment un chercheur des îles Fidji qui a profité de sa visite à Tahiti pour découvrir cette méthode novatrice pour la culture des huîtres de bouche. C'est génial. Ce système répond à plusieurs défis techniques, notamment environnementaux. Il y a une avancée considérable en termes de culture des huîtres de bouche. Nous n'avons pas autant de solutions avancées comme celle-ci chez nous au Fidji. Nous sommes privilégiés de pouvoir apprendre du savoir-faire de l'Ifremer et des scientifiques d'ici. Entre innovation scientifique et savoir-faire local, l'élevage des huîtres en Polynésie illustre parfaitement comment préserver et valoriser les ressources marines, un modèle qui pourrait bientôt inspirer tout le Pacifique et le monde. Pour en parler, nous recevons ce soir Teiwini Te'ei, ministre des Ressources marines, Yaurana. Alors, monsieur le ministre, on parle d'une filière à fort potentiel. Selon vous, ce projet d'huîtres comestibles est réaliste pour nos îles ? Alors d'abord, c'est la 2e édition de ce colloque international qui avait eu lieu déjà il y a 2 ans en Australie. La raison pour laquelle on a souhaité l'organiser ici en Polynésie française, c'est qu'on a déjà des expérimentations, comme ça a été montré dans le reportage à l'Ifremer. On a une société privée qui investit dans le développement des huîtres de bouche et on a également un partenariat entre la DRM et la Maison familiale rurale de Tara pour la formation sur le développement de cette filière ostréicole.
Et donc, il y a en effet un intérêt pour la Polynésie, un intérêt, comme ça a été bien dit, d'abord au niveau alimentaire, au niveau développement d'une filière à valeur ajoutée, mais aussi un développement d'une filière qui est respectueuse de son environnement. Parce qu'à la différence, ou en tout cas par rapport aux autres filières aquacoles, qui nécessitent une alimentation, par exemple les crevettes, par exemple les poissons, cette fois-ci pour les huîtres notamment, sont des organismes qui sont dits autotrophes. Ils n'ont besoin entre guillemets que des bonnes conditions de développement, une bonne eau, une bonne température de l'eau, une bonne oxygénation, et puis cet échange entre la partie où ils doivent être à l'air libre pour ne pas être contaminés par ce prédateur et ensuite vivre dans le milieu naturel pour se développer. Alors pour la Polynésie, combien coûterait ce projet ? Alors, pour la Polynésie, d'ores et déjà, ce projet de développement des huîtres de bouche tropicale est inscrit dans le développement de la zone biomarine de Wharatea. Donc nous avons déjà un porteur de projet qui s'inscrit dans ce développement, où c'est un projet innovant, hein, où en fait les déchets qui sont générés par les autres bassins d'aquaculture, notamment de crevetticulture, serviront en apport nutritif pour une partie de ces élevages d'huîtres. Est-ce que vous avez des données chiffrées, notamment est-ce que des emplois pourraient être créés si on en venait à exploiter cette filière ? Immanquablement, des emplois seront créés, d'abord sur cette zone biomarine, mais également la volonté c'est de déployer ces méthodes d'ostréiculture dans nos autres archipels. J'ai parlé notamment de ce développement sur l'île de Tara, qui est à l'heure actuelle précurseur dans le passage, la formation et puis la mise en place de tests sur la viabilité de cette filière. Alors la semaine dernière, l'Assemblée a approuvé le projet de délibération qui classe notre zone économique exclusive en aire marine protégée. Donc c'est plus de 4,5 millions de zones sous protection. Cette AMP donc, serait la plus grande du monde. Qu'est-ce que ça change pour le pêcheur, ce classement AMP ? Alors pour le pêcheur, au départ, ça ne change rien. Ça vient maintenant sanctuariser, réglementer en tout cas l'interdiction d'exploitation des fonds sous-marins, l'interdiction de la pêche au chalut, la pêche au seineur dans nos eaux, dans notre zone économique exclusive, l'interdiction également d'utiliser des DCP dérivants qui sont véritablement un problème environnemental, mais également de gestion de stock et de suivi de nos stocks de poissons pélagiques. Maintenant, cet arrêté que je vais présenter en Conseil des ministres le 17 de ce mois, hein, puisque l'Assemblée de la Polynésie française l'a validé, permet également d'instaurer la mise en place d'aires marines protégées, en particulier sur la zone ouest des îles de la Société, frontalier avec les îles Cook, et une deuxième aire marine protégée donc, qui est sur le côté sud-est, Gambier, qui est frontalière avec l'aire marine des Pitcairn. Ces deux aires marines, d'une part catégorie 1 pour celle de la zone ouest de la Société et catégorie 2 pour celle des Gambiers. Catégorie, ça veut dire plus vous montez en catégorie 1, c'est interdiction en fait de toute activité économique. Mais est-ce qu'on a vraiment les moyens de surveiller une zone aussi vaste ? Alors, les moyens, c'est justement le partenariat que nous avons avec l'État sur la surveillance de cette grande aire marine protégée. C'est également des lettres de manifestation d'intérêt que nous avons signées, que le président a signées avec des organisations non gouvernementales pour venir justement en soutien sur cette surveillance et surtout cette meilleure connaissance de notre zone maritime. Alors une dernière question sur le concours Toarif 2025. L'an dernier, l'association Tamanote Teiroto a gagné le Grand Prix. Leur projet a primé. Est-ce qu'il a vraiment eu un impact positif et mesurable sur nos lagons ? Ah oui, il a eu un très très grand impact. Ils étaient présents d'ailleurs au déplacement à Nice pour l'UNOC. L'impact, c'est d'abord d'avoir pu mettre en place un réseau international, puisque au-delà de l'observation donc de la ponte des Porites russes dans nos eaux territoriales, maintenant cette observation se fait également dans d'autres régions du monde, océan Atlantique, mais également océan Indien. Et c'est de voir en fait que finalement tous ces organismes sont connectés. Et que tout effet environnemental, tout effet qu'on pourrait faire à un endroit, automatiquement va se ressentir sur un autre endroit de la planète. Donc très rapidement, une dernière question. Est-ce que vous avez le nombre de participants pour cette nouvelle édition ? L'année dernière, il y a eu un très grand engouement.
Alors, pour l'instant, les dépôts de dossiers ne sont pas encore clôturés. Le dépôt de dossier, donc j'invite tout participant, associations, monde académique et du secteur privé à présenter leur dossier, puisque la clôture se fait le 2 octobre de cette année. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Place maintenant à l'imagination et au savoir-faire manuel. Le Salon des jeunes artisans créateurs réunit depuis ce matin des talents locaux dans un hôtel de luxe de Fa'a. Cette édition est marquée par un partenariat inédit avec le centre culturel Maori Te Puia de Nouvelle-Zélande, un pont culturel qui ouvre des opportunités pour l'artisanat polynésien. C'est jusqu'à samedi. Jeanne Tinorua et Sam Teinauri. Ils excellent dans leur art, qu'il s'agisse de sculpture, de gravure, de vannerie ou encore de bijoux traditionnels. Ces artisans créateurs ne manquent pas d'imagination, comme cette jeune femme qui transforme de la peau de poisson en accessoire unique. C'est interdit maintenant le requin, donc je me suis dit je vais utiliser du cuir de poisson pour utiliser du cuir marin. Des sources d'inspiration pour ces représentants du centre culturel Maori Te Puia, invités spéciaux de ce salon. Une présence qui marque le renforcement d'un partenariat culturel engagé depuis 2023 avec la Polynésie. On a lundi signé une convention, un MOU avec Te Puia. Donc là, on a eu la visite de ces nouvelles personnes, dont un enseignant en sculpture de Te Puia et un expert culturel et directeur des écoles traditionnelles de Te Puia. Comparé à ce que nous pouvons produire à Aotearoa, les pièces que j'ai pu voir ici sont vraiment magnifiques. Les techniques de sculpture sont très esthétiques. Je vais m'en inspirer pour finir quelques-unes de mes pièces. Une convention qui ouvre la voie à des immersions culturelles croisées entre les jeunes artisans du Fénois et ceux de Nouvelle-Zélande. La création de notre école a permis de sauvegarder notre patrimoine. Nous étions en train de perdre notre culture et notre langue. En une cinquantaine, voire une soixantaine d'années, nous avons pu faire revivre la culture maori. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui portent des tatouages, qui se lancent dans la sculpture ou qui parlent maori. Nous espérons que cette tendance va s'accentuer dans le temps et nous espérons pouvoir aider la Polynésie à préserver sa culture. Le salon des jeunes artisans créateurs se poursuit jusqu'au samedi 6 septembre. Du Va'a à présent, après avoir relié Tahiti à Huahine, André Vohi et des jeunes des quartiers se préparent à un nouveau défi, rejoindre Bora Bora depuis Tahiti. Près de 280 km de rame, 3 équipages qui se relayeront toutes les 2 à 3 heures pour 30 heures de traversée. Un défi sportif et humain. Reportage Ingrid Vohi, André Vohi et Andy Ebb. Rejoindre la perle du Pacifique à la seule force des bras est un projet qui s'inscrit dans la continuité de nos traversées records initiées par une équipe d'aventuriers et de passionnés du Va'a depuis 2022. Soutenu cette année par le pays à travers la DPDJ, la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse. Cette traversée sera effectuée par 18 jeunes des quartiers prioritaires de Paraitapapete, Nahuatapire et Mahina. Il y a plein aussi de gens qui parlent, ils ne sont pas forts dans le sport. Mais là, on va montrer que si, quand on a mis cette pirogue-là ici à Bora, on va montrer de quoi on est capable. Tu as une certaine fierté au fond de toi? Je suis fait. Durant ce périple non-stop, avec changement d'équipage toutes les 2 ou 3 heures selon la forme des participants, les rameurs novices des quartiers prioritaires seront encadrés par des rameurs chevronnés, majoritairement de la commune de Aroué. Depuis fin juin, les entraînements se sont intensifiés. Il y a plein qui ont dit j'ai allé à Bora, j'ai allé à la fosse de mes bras. Pas pareil. On voyage comme ça s'il faut. Cette année, exceptionnellement, le défi des Vohi s'effectuera à bord d'un V6 et non pas avec une tauati, une pirogue double. Ce choix marque la volonté de poursuivre une histoire commencée il y a plus de 50 ans. La grande traversée Tahiti-Bora Bora de l'équipe Te Europa, un rêve de ses dirigeants jamais concrétisé jusqu'à aujourd'hui. Autre nouveauté également cette année, la lutte contre l'ice, ce fléau qui ravage la Polynésie. Pour en parler, nous recevons ce soir André Vohi, à l'origine du projet, et Erwan Rapoto, rameur pour Va'a Feed Freedom.
Yaurana. Alors André, pourquoi avoir choisi ces jeunes en particulier pour cette aventure? Depuis 2022, avec Ingrid, on s'était dit qu'on va apporter un petit peu notre pierre à l'édifice. Le VA, il y a des champions, il y a un calendrier. Et on a inventé le VA pour tous, en fait. Le VA Santé, ça s'appelait la CPS Challenge à l'époque. Après le VA pour tous, on a commencé à travailler dans les quartiers de 2017 déjà. Et après, on s'est dit, à force de voir des courses de quartier avec des petites bouées, des petits parcours, on s'est dit, pourquoi ne pas faire l'équivalent de record du monde avec ce public des quartiers prioritaires? L'idée est partie, on a fait les Marquises, on a fait presque 100 km aux Marquises, on a fait les Tuamotu, 163 km, on a fait Tahiti, Huahine, mais on ne s'est pas arrêté à Huahine, on a fait Reatea, le Marais, presque 240 km. Et là, on nous aide. Le ministère nous aide, la DPDJ, pour continuer et donner un autre regard sur ce public des quartiers prioritaires. C'est ça le but. Alors, on parle quand même de 30 heures d'efforts. Comment est-ce que vous vous êtes préparé? En fait, je me suis inspiré des anciens de 1975. Il y a une équipe qui s'appelle T-Europa, on a oublié, qui avait fait Tahiti Huahine, Tahiti Reatea également. J'ai rencontré Chale Meitere Gabilou, qui faisait partie de l'aventure. On s'est inspiré d'eux, les changements, toutes ces choses-là. On a appris des anciens, on a juste adapté avec le public des quartiers prioritaires. C'est là qu'il faut mettre l'accent, parce qu'on aurait pu prendre des champions et demain, au lieu de mettre 30 heures, on met 16 heures peut-être, je dis ça. Mais le but, c'est vraiment de leur faire toucher du doigt un record du monde et monter un petit peu leur fierté. Même s'ils ne sont pas bien nés, même s'ils vivent dans des quartiers où certains vivent dans des maisons où il y a 30 personnes, à travers le documentaire que je vais faire, vous allez entrer en fait dans le quotidien. C'est comme si que cette traversée, c'est peut-être une excuse pour que ces jeunes se rapprochent de moi pour se livrer en fait au public. Voilà l'idée. Alors Erwan, la traversée va se faire de nuit, les doutes, l'océan. Pour vous qui avez connu la nuit des addictions, qu'est-ce que l'on ressent quand on rame dans l'obscurité? Quand on rame dans l'obscurité, tu te sens carrément bien, tu es carrément à l'aise, tu es dans ta bulle. C'est pas comme quand tu rames la journée. La journée, avec ton équipe, c'est tu rames, tu vois que tu avances ou tu vois que tu avances pas. Tandis que la nuit, tu ressens. Après tu as la fraîcheur aussi. Et en fait, c'est un moment où tu n'es plus une équipe, tu es une famille. C'est le Tahoe, hein. Et ça vous a aidé justement à vaincre les addictions? Oui, ça a beaucoup aidé. C'était le défi à se lancer pour changer pour passer à autre chose. C'était le nouveau cap, le nouveau défi. Alors André, en termes de sécurité, comment est-ce que vous l'avez préparé vu que cette traversée se fait de nuit? Il faut avoir toutes les autorisations. On travaille avec la DPAM et on a, juste pour te dire qu'on a 2 catamarans par exemple. On a pour suivre avec un petit Marara et un Zodiac. En même temps, on a un docteur, une infirmière, BNSS, on a tout ce qu'il faut, sinon on n'aurait pas pu partir. Le plus difficile, comme Erwan le disait, c'est la rame de nuit. On rame avec des casques. Je ne sais pas si on va avoir certaines images, mais on a des casques, on a des lunettes de protection, on a des gilets également. Ça nous a été imposé. Les casques, c'est volontaire, c'est moi, parce que l'année dernière, on est tombé dans un banc de Marara. On dit que le Marara, le poisson volant, c'est le symbole de Huahine, je te le confirme. Pendant 15 minutes, à l'approche de Huahine, on a vu des Marara voler. Et donc, le casque et tout, c'est pour nous protéger par rapport au périple de la mer, de l'océan. Et on nous annonce quand même une houle assez forte. Et je pense qu'on est prêt. Vous avez vu les images, la musculation. Hier, il est parti expérimenter Erima à la montée de Haroué. Il a réussi son défi pour gagner sa place. Et moi, j'aimerais bien remercier tous ceux qui nous ont aidés. On parle de la DPDJ, mais il y a les communes aussi, il y a les familles, il y a Miroise, il y a les jeunes, ils ont des parents aussi. J'ai un jeune qui a 16 ans. C'est la première fois que j'accepte quand même un mineur. Tu as les parents qui disent on a besoin, on les a écoutés. Donc c'est toute cette famille-là,
tout ce staff-là que moi j'aimerais remercier. Il faut une liste, comment dire, longue comme pas possible pour remercier tout le monde. Et en dernier lieu, Charles Renvoyer qui m'a fait connaître Erwan, hein, par rapport à tout ce défi-là et cette nouvelle aventure, hein, qui va changer sa vie. Donc merci à Charles Renvoyer et toute l'équipe sera également à la marche, hein, de samedi pour dire non à l'ICE. Merci André, merci Erwan d'avoir été avec nous. On ne manquera pas de suivre cet exploit dimanche. On termine avec du tennis. Il n'a que 17 ans et déjà un beau palmarès. Champion de Polynésie, Hiva Kelly poursuit sa progression. Il s'envole cette semaine pour participer à des tournois internationaux. Oriano Tefau l'a rencontré lors de ses derniers entraînements. Sur le court, l'intensité est déjà au rendez-vous. Habitué des finales locales et sacrées cette saison en double homme et en double mixte, Hiva Kelly s'impose comme l'un des espoirs les plus solides du tennis polynésien. Et pour franchir un cap, direction l'étranger. Après Fidji, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, il prépare désormais son départ pour le Colorado. Oui, pour le voyage à Colorado, je suis quand même confiant parce que juste avant, il y a une semaine, je viens de revenir d'un voyage en Australie. Merci Seigneur. Et voilà, je me sens prêt. J'avais fait beaucoup de matchs, j'ai fait de bons entraînements. Et ouais, pour la préparation et la confiance, c'est super. Avec ses cours suivis au CNED, l'équilibre entre études et sport reste indispensable. L'objectif est clair, décrocher le bac en 2026 pour espérer intégrer une université américaine. Mais par rapport à tous les élèves que j'ai pu avoir, c'est celui qui semble avoir le plus la passion du tennis. Il aime le tennis. Il a envie, il n'en a jamais marre de jouer. Et ça, c'est quand même la qualité principale. Qui, des fois, dans les champions qu'on a pu avoir, extraordinairement doués, qui manquait un peu. Il n'y avait pas cette envie et cette passion. Au Colorado, il se mesurera à des joueurs universitaires aguerris. Une nouvelle opportunité pour améliorer son classement UTR, référence mondiale des jeunes tennismen, et se rapprocher de son rêve, une carrière internationale. Je sais que je vais jouer des professionnels, des Américains qui sont dans des universités américaines, qui sont super expérimentés. Moi, ça va être une super expérience en tout cas. Détermination intacte, cap fixé, Hiva Kelly trace sa route vers le haut niveau avec les États-Unis comme prochain terrain d'apprentissage. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez votre magazine de 0 à 100 km/h. La série L'âme du tatouage Polynesian Soul revient avec un documentaire consacré à Aruma Salmon. Et enfin, ne manquez pas la série Unforgettable. Très belle soirée à tous. À demain, même heure sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.